Salut les investisseurs intelligents, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la négociation et plus particulièrement du bon vendeur. Le bon vendeur, c'est un personnage principal dans votre aventure immobilière parce que c'est le vendeur qui tout simplement va vous permettre de devenir investisseur immobilier parce que vous allez lui acheter son bien. Et le bon vendeur, c'est quoi? C'est une personne qui est en position de négociation, qui peut accepter potentiellement le prix que vous allez lui proposer. On va donc les ranger en plusieurs catégories et si vous suivez mes conseils à la lettre, je vous garantis que vous trouverez des biens négociables et que donc vous pourrez acheter des biens bien en dessous du prix du marché et faire des opérations vraiment rentables. La première catégorie, concerne les biens qui ont été hérités, donc qui ont fait partie d'une succession. Et donc le vendeur se retrouve en position de force parce qu'il peut potentiellement accepter n'importe quel prix puisqu'il n'a jamais eu de crédit à payer pour celui-là et il n'a jamais eu à transpirer du front, il n'a jamais eu à travailler pour se payer ce bien-là. Ce qui veut dire que même si potentiellement le bien vaut 400 000 euros, il peut peut-être accepter la somme de 350 000 euros parce qu'il n'a pas de crédit derrière lui, il n'a pas eu à travailler pour ce bien-là, donc il est déjà de par le mode d'acquisition de ce bien-là, enclin à accepter un prix différent que la vraie valeur du marché. Deuxième catégorie, ce sont les biens qui sont possédés par leur propriétaire depuis plus de 10 ans. Si il y a 10 ans, en 2013, une personne a acheté l'appartement que vous souhaitez acheter aujourd'hui en 2023 et que pour cet appartement, le propriétaire a fait un crédit sur 25 ans, sur 25 ans, il a déjà remboursé 10 années de mensualité, il lui reste 15 années, mais il lui reste grosso modo la moitié du crédit à rembourser. Ce qui veut dire que si il a payé 300 000 euros en 2013, aujourd'hui le bien, il en vaut peut-être 500 000, mais sur 500 000, il ne lui reste en réalité que 150 000 à rembourser. Vous pouvez donc déduire que cette personne-là peut accepter un prix inférieur à la valeur du marché, tout simplement parce qu'il n'est pas tenu la corde au cou par un crédit où s'il avait 400 000 euros à rembourser, il ne pourrait jamais accepter en dessous de 400 000 euros pour vendre ce bien. Autre catégorie, les biens qui sont possédés par plusieurs personnes, les biens qui sont en multipropriété. Si vous avez une personne qui décède et ces 3 héritiers qui héritent d'une maison ou d'un appartement, les 3 héritiers vont devoir chaque fois être d'accord pour vendre le bien. Et souvent, si c'est un petit bien, si le bien vaut 100 000 euros, ça fait que 30 ou 33 000 euros par héritier. Donc, si vous négociez 30 000 ou 33 000 euros, ils ont peut-être eu une belle somme d'argent à côté. C'est pas forcément grand-chose, ce qui veut dire que vous pouvez tout à fait proposer 20 000 ou 25 000 euros par personne, vu que ça va être réparti en 3 héritiers. Donc tout ce qui est bien en multipropriété ou en indivision sont des biens idéaux pour la négociation. Autre catégorie, alors là je vais peut-être me faire des ennemis, mais comme vous le savez, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et lorsque vous avez des gens qui se séparent, il y a un divorce qui se passe avec perte et fracas, les 2 anciens époux ne veulent plus se voir, ils vont vendre le plus rapidement les différentes possessions qu'ils ont acquises pendant leur mariage. Et s'ils vendent leur résidence principale et que c'est le seul bien immobilier qui les lie encore, ils sont capables d'accepter n'importe quel prix pourvu qu'ils partent avec une personne en face qui aura son crédit et qui serait capable de signer rapidement quelque chose. Donc là, si vous êtes quelqu'un d'un petit peu réactif et d'opportuniste, vous pouvez faire une opération avec une grosse négociation. Autre catégorie, vous avez les logements vides. Les logements vides sont des biens qui coûtent à leur propriétaire. Ça coûte de la taxe foncière, ça coûte de la taxe sur les locaux vacants, ça coûte des charges de copropriété. Bref, ça coûte plein de choses, ça ne rapporte rien, c'est un puits sans fond. Et si vous arrivez à apprendre de la part du propriétaire que son bien est disponible depuis 3, 4 ou 6 mois et qu'il n'est pas loué et qu'il coûte à son propriétaire, alors vous avez de très grandes chances d'être devant un bon vendeur. Vous avez aussi le vendeur âgé. Le vendeur âgé est une personne qui est moins patiente qu'un vendeur qui est plus jeune. Pourquoi? Parce que si la personne vend son bien et qu'il a 75 ou 80 ans parce qu'il veut enfin s'acheter sa maison de vacances dans le midi de la France, il doit le vendre rapidement parce que forcément, à 80 ans, on a plus de passé que d'avenir. Donc, il est peut-être pressé d'aller vite pour profiter au mieux de sa future maison. Donc, ça fait partie de ces choses-là qui montrent vraiment, et là, c'est purement mon expérience qui parle, que lorsque vous avez affaire à des logements vides, à des personnes qui sont en instance de divorce ou des vendeurs âgés, vous pouvez sans aucun problème proposer un prix légèrement inférieur ou très inférieur au prix qui est réellement proposé par le vendeur. Vous avez également les gens qui font un prêt-relais. Les prêts-relais, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui achètent une maison alors qu'ils n'ont pas encore vendu leur première maison. Donc, ils ont 2 acquisitions, ils ont 2 crédits à rembourser d'un coup, mais comme ils n'ont pas les moyens de rembourser 2 crédits, ils vont dire à la banque, attendez, on lève un crédit, on le met en suspens, on fait un relais vers un autre crédit et la banque vous donne 1 an pour vendre votre bien. Mais si au bout d'1 an, vous n'avez pas vendu votre bien, la banque peut saisir votre bien. Après, il faut regarder un petit peu les petites lignes du contrat de prêt-relais que votre conseiller bancaire va vous rédiger. Mais c'est vraiment intéressant de voir un petit peu à quel point la banque peut venir vous prendre tout ou partie du premier bien que vous avez et donc
ne faites jamais ça. Ne faites jamais de pré-relais parce que si vous faites un pré-relais et que vous vous trouvez devant une personne comme moi qui veut vendre votre bien et que c'est la seule personne un petit peu solvable qui vous propose d'acheter votre bien immobilier, votre maison, je ne vais pas vous la proposer à 150, je vais vous la proposer à 100 000 ou à 110 000. Mais comme vous serez pressé de vendre, alors vous allez dire oui. Donc, ça fait vraiment partie de ces choses-là que vous devez déceler pour justement trouver un bon vendeur. Il y a aussi l'approche par type de bien. Si vous êtes par exemple face à un immeuble de rapport, sachez que l'immeuble de rapport est un bien immobilier qui se destine uniquement aux investisseurs, pas aux particuliers, uniquement aux professionnels du bâtiment ou les investisseurs, ce qui fait que le vendeur de son immeuble de rapport, il sait très bien qu'il va avoir affaire à un acheteur qui est professionnel. Le professionnel, il veut acheter, il veut faire de la marge, il veut revendre à la découpe, il veut faire une exploitation, il veut être rentable. Donc forcément, le bien même dans son essence même est un bien qui va être négociable parce que tout le monde ne pourra pas se l'offrir. Vous avez aussi les biens que j'appelle les biens mal loués. Les biens mal loués sont les biens qui sont par exemple loués avec la pire des fiscalités. Si par exemple vous avez de gros revenus et que vous louez votre appartement en location nue et que vous avez opté pour le régime du microfoncier, vous allez avoir la pire des fiscalités. Ce qui veut dire que vous allez avoir un abattement certes de 30% sur vos revenus locatifs, mais sur 70% du loyer, vous allez payer 41% si vous êtes dans la tranche marginale d'imposition à 41%, plus 17,2% de CSG-CRDS, ce qui fait que vous allez payer 58,2%, quasiment 60% d'impôts là-dessus. Donc vous avez un vendeur qui est dégoûté et il veut se débarrasser de ce bien-là parce qu'il est complètement acculé par la fiscalité relative à l'exploitation de son bien immobilier. Cette personne-là, elle ferait mieux de s'abonner à la chaîne de Monsieur Rodolphe et elle apprendrait des bons tips pour justement optimiser sa fiscalité. Et enfin, pour finir sans surprise, les biens qui présentent beaucoup de travaux sont des biens qui sont détenus par des bons vendeurs. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils savent très bien qu'ils ne vont pas pouvoir le vendre à un particulier. Ils vont le vendre à un professionnel du bâtiment qui va y mettre une équipe d'artisans qui vont tout rénover du sol au plafond. Mais vous n'avez pas le même pouvoir d'achat avec ces gens-là qu'avec des particuliers qui s'installent, un jeune couple avec 1 ou 2 enfants, qui ont un pouvoir d'achat beaucoup plus important parce que monsieur et madame sont peut-être cadres ou sont en tout cas en CDI avec de bons revenus. Donc ils pourraient peut-être acheter l'appartement à 450 000 €. Mais non, si c'est une entreprise de bâtiment qui l'achète, eux ils vont peut-être l'acheter plutôt 250 000 € pour faire 100 000 € de travaux et faire ensuite 100 000 € de plus-value. C'est souvent le calcul qui est fait. Là. Normalement, la plus-value est équivalente à la somme des travaux que vous dépensez. Petit tips que je vous donne si jamais vous voulez faire plutôt des opérations de marchand de biens. Donc voilà, chers amis, il y a plein de manières de déceler justement un bon vendeur et surtout, c'est très très important parce que si vous visitez un appartement mais que cet appartement n'est pas négociable et que donc il n'est pas rentable par rapport à vos calculs et à vos standards de rentabilité, alors ce n'est pas la peine. Et vous pouvez faire un petit sondage téléphonique pour voir si vous avez affaire à un mauvais vendeur ou plutôt à un bon vendeur. Voilà, chers amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et bien sûr, en attendant, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!